important pour notre élève qui présente un trouble du spectre de l'autisme de savoir quand débute la tâche ou l'activité et quand elle se termine. Puis ça, il y a plusieurs façons de le marquer. Donc, ça peut être en termes de temps. Donc, pendant combien de temps je peux lire mon livre préféré? Pendant combien de temps je peux jouer avec les blocs Lego? Donc, souvent, on va avoir un outil visuel comme une minuterie. Certains élèves vont répondre plus à une minuterie sonore. Donc, encore là, il faut voir en fonction du besoin de l'élève puis de ses caractéristiques. Ça peut être en termes aussi de numéros à faire. Donc, avant que ma tâche soit terminée, je dois avoir fait les numéros A, B, C, D et F parce que j'ai choisi de ne pas faire le E pour cet élève-là. Donc, c'est vraiment une quantité qui est prédéterminée d'éléments que l'élève doit faire pour que la tâche soit terminée. Donc, on a parlé du temps, on a parlé d'un nombre de numéros, mais ça peut être aussi ta tâche est terminée quand l'activité elle est complétée. Par exemple, au préscolaire, quand l'élève fait un casse-tête, bien, sa tâche est terminée quand le casse-tête est terminé. Au primaire, en lecture, sa tâche est terminée quand il a terminé de lire les 2 pages. Donc, il faut vraiment que le début et la fin soient très clairs pour l'élève. On sait que dans une journée d'école puis dans une journée de classe, il y a énormément de changements. Donc, pour nos élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, ça peut être difficile de vivre les changements. Donc, sans vouloir rendre la journée très rigide puis jamais déroger, il faut quand même prévoir une routine pour que l'élève ait des repères, mais il faut aussi, à l'intérieur de notre routine, travailler les changements. Donc, prévoir une activité qui n'était pas prévue. Donc, mettre soit une image, un pictogramme annonçant « Oh, activité surprise ». Donc, il faut vraiment enseigner à l'élève les stratégies qu'il va prendre pour faire face à un imprévu. C'est important pour l'élève qui présente un trouble du spectre de l'autisme de comprendre son environnement, donc de savoir où il doit se placer à quel moment. Donc, par exemple, au niveau des rangs au préscolaire, c'est important d'assigner une place à l'élève, une place où il va être confortable, puis des fois d'indiquer visuellement sur le sol « Ah, toi, tu es à la 3e position dans le rang ». Ensuite, au niveau du secondaire, ce qui peut être intéressant pour l'élève au niveau de la gestion de l'environnement, c'est d'avoir un plan d'école avant que l'élève commence pour qu'il puisse savoir dans quel locaux il va devoir s'orienter. Aussi, au niveau du matériel, au secondaire, toujours, on peut prévoir un code de couleur. Donc, l'élève va être plus facilement autonome dans la gestion de son matériel lors des transitions. Donc, par exemple, tout ce qui est bleu correspond à ma période d'anglais. Donc, je m'en vais à mon casier lors de la pause. Je prends tout ce qui est bleu dans mon casier, puis je m'en vais en anglais. Donc, ça facilite la gestion du matériel, puis ça y permet aussi, avec le plan, d'avoir un repère dans l'espace au niveau de l'école secondaire. Compte tenu des difficultés au niveau de la communication et du langage qu'on va souvent retrouver chez nos élèves qui présentent un TSA, il faut faire attention quand on donne des consignes, à donner une consigne qui est claire, qui est précise et qui est concise. Donc, souvent, en scolaire, on parle beaucoup, puis on a tendance à donner la même consigne de 3 façons différentes. Par exemple, je te demande de t'asseoir, va t'asseoir à ta place. Je t'ai dit de t'asseoir, ça fait 3 minutes. L'enfant vient de recevoir 3 consignes en l'espace de 5 minutes. Donc, ça fait beaucoup d'informations à traiter, puis beaucoup d'informations qui sont légèrement différentes, que notre élève va avoir de la difficulté à assimiler. Donc, c'est important quand on donne une consigne, de la donner clairement, donc donner une consigne claire qui va être courte et de donner le temps à l'élève de traiter l'information. Donc, on ne répète pas sans cesse, on lui donne un délai. Comme ça, l'élève va être plus en mesure de traiter l'information puis de répondre à la consigne. Donc, au niveau des apprentissages, nos élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme ont souvent besoin de voir le modèle fini avant de commencer la production. Donc, au préscolaire, si on fait un bricolage, bien, on va montrer à quoi va ressembler mon bricolage une fois que ça va être terminé. Au primaire, quand on a une production écrite, on va montrer à l'élève, voici à quoi ça va ressembler, le nombre de mots, l'espace que ça prend sur la feuille. L'élève va avoir un visuel de ce qui est attendu de lui. Même chose au niveau de la résolution de problèmes en mathématiques. Si on lui montre vraiment un gabarit de où il doit placer l'information, mais déjà, l'élève sait, OK, voici qu'est-ce que je vais avoir à faire comme activité. Au secondaire, la même chose. On peut montrer un modèle terminé des productions écrites, des expériences en sciences. On pourrait montrer, voici comment ça va être organisé ton laboratoire. Donc, d'avoir vraiment un visuel de ce à quoi l'élève va faire face peut être très pertinent puis gagnant aussi pour l'élève. Ensuite, une fois qu'on a montré le modèle fini, bien, on va décortiquer. Donc, comment je vais faire pour me rendre à l'étape finale? Donc, au préscolaire, on peut donner une séquence très simple des étapes à réaliser pour faire le bricolage, puis on doit accompagner l'élève aussi à chacune des étapes. Donc, je vais commencer par découper. Ensuite, je vais colorier. Ensuite, je vais coller.
Donc, on accompagne l'élève à chacun des éléments, puis on a un visuel aussi des étapes. En écriture, c'est la même chose. Mais je vais commencer par indiquer mes idées sur un organisateur d'idées. Ensuite, je vais faire mon premier paragraphe. Je vais faire mon deuxième paragraphe. Donc, on va vraiment décortiquer les étapes de la tâche, puis on va décortiquer de façon plus ou moins importante, tout dépendamment de notre élève. Il y a des élèves qui ont besoin vraiment d'avoir une séquence très, très détaillée des étapes à suivre pour réaliser la tâche, alors que d'autres vont avoir des étapes plus globales qui vont être en mesure de suivre. Encore là, bien, ça va dépendre de chacun des enfants. Les outils visuels sont vraiment incontournables quand on parle d'intervention auprès des élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Ce sont vraiment des outils qui sont très efficaces parce qu'ils sont statiques, ça ne bouge pas. Un outil visuel, ça demeure en place. Ça ne va pas changer de format. Quand on parle de consignes verbales, souvent, on va les donner de 2-3 façons dedans d'un court laps de temps, alors que l'outil visuel, il est là. Donc, c'est statique. On a l'information qui est donnée de façon globale. Donc, toute l'information est disponible. Puis, l'élève peut s'y référer aux besoins. Donc, on baisse la surcharge cognitive quand on présente des outils visuels à l'élève, puis on enlève aussi l'aspect de la communication verbale qui est souvent difficile pour nos élèves TSA. Souvent, quand on parle d'outils visuels, on a tendance à se dire « je vais en mettre en place quand ça ne va pas ». Alors que les outils visuels sont vraiment très, très importants à titre préventif. Donc, si dans mon environnement, je prévois des outils visuels, puis je les maintiens même quand ça va bien, bien c'est très, très gagnant pour nos élèves. Il ne faut pas attendre que ça aille mal pour mettre en place des outils visuels. C'est vraiment en les mettant en place de façon préventive, on risque de réduire de façon très significative les difficultés au plan là, des incompréhensions qui entraînent des comportements plus perturbateurs. On peut retrouver toutes sortes d'outils visuels. Dans les classes, ce qu'on va retrouver souvent, c'est l'horaire. Donc, l'horaire de la journée, l'horaire à la demi-journée, toutes les séquences habillage-déshabillage. Donc, ça, c'est un outil visuel. On va retrouver les séquences rattachées aux routines. Donc, qu'est-ce que je fais le matin en arrivant? Qu'est-ce que je fais le midi avant de partir dîner? Comment doit se passer mon dîner? Donc, c'est toutes des routines qui sont généralement illustrées visuellement ou en procédure écrite là, dans les classes. On va retrouver aussi toutes les routines en lien avec le lavage des mains, avec l'hygiène à la salle de bain. Donc, ça, c'est les plus couramment là, associés aux outils visuels. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres outils visuels qu'on utilise des fois sans le savoir. Donc, toutes les méthodes de correction de texte où l'élève doit suivre une procédure. Bon, est-ce que j'ai vérifié l'accord des mots dans la phrase? Est-ce que ma majuscule point est identifiée? Ce sont des procéduriers visuels. Donc, ça fait partie des outils visuels. Donc, ça, c'est un outil visuel. On a aussi toutes les procédures de résolution de problèmes. Les démarches de résolution de problèmes qui sont proposées aux élèves font partie des outils visuels. Les règles de classe, quand elles sont affichées, sont aussi des outils visuels. Donc, il faut un peu se sortir de la tête qu'un outil visuel égale photo ou égale pictogramme. Un outil visuel, c'est tous les outils vraiment qui sont écrits ou qui sont sous forme photo, qui sont statiques et qui permettent à l'élève de traiter l'information visuellement plutôt que via le mode verbal. Au secondaire, on a le défi que l'élève change souvent de local. Donc, il faut prévoir, enfin, un outil qui va permettre à l'élève d'avoir des outils qui vont le suivre. Donc, on va souvent proposer un cartable de procédure où l'élève va retrouver son agenda, va retrouver tous les procéduriers nécessaires aussi qui vont le suivre quotidiennement tout au long de sa journée. Comme ça, bien, on ne dépend pas d'un outil qui est affiché dans un local, mais que l'élève n'aura pas avec lui quand il va aller chez son autre spécialiste. Le rôle de l'enseignant par rapport aux outils visuels, c'est de procéder à l'analyse pour identifier le bon outil visuel, de le mettre en place dans la classe, puis de l'enseigner à l'élève. C'est sûr qu'il ne faut pas surcharger l'élève d'outils visuels. C'est pour ça qu'il faut faire un choix là, en fonction des besoins puis des caractéristiques puis de la situation là, que l'élève vit là, au quotidien.